Donc, mais merci de votre présence ce matin. On va faire un petit point d'étape sur InVivo, son actualité, leur rapprochement avec Soufflé, qui est un autre sujet intéressant, je pense, à évoquer ce matin. Et puis, ensuite, je pense qu'on fera un point sur, voilà, merci, sur les comptes consolidés au 30 septembre, le point sur les financements, un point sur l'intégration de Soufflé, un point sur la situation en Ukraine et un point sur la visée pro forma au 30 juin. Vous voulez qu'on rajoute d'autres points? Ça vous va? Bon. Alors, je vais commencer en introduction pour vous dire que déjà le rapprochement avec Soufflé au niveau de la combinaison des deux groupes se passe plutôt bien. On a mis en place le nouveau directoire que vous connaissez peut-être, qui a été communiqué ou que je peux rappeler. Donc le meilleur des deux mondes, c'est ça aujourd'hui, qui s'est rassemblé avec Ma qui donc a pris la direction générale finance et IT et M&A et juridique, et c'est tout, voilà. Donc de l'ensemble, donc avec une organisation très centralisée pour maîtriser bien sûr la trésorerie, mais aussi le contrôle de gestion et l'intégration des comptes. Donc ça, c'était essentiel pour nous. Donc il y a eu quelques évolutions chez Soufflé, puisque la directrice financière, Marie-Ange Mathieu, a quitté, mais bon, c'était un choix personnel, on lui a demandé de partir, elle a préféré, c'est chacun à ses projets. Donc du coup, Ma a pris en direct l'ensemble de ses équipes, et ça nous a permis d'accélérer les synergies aussi au niveau du back-office. Donc ça, c'est plutôt bien sur les synergies, on est plutôt bien orienté en avance sur toutes ces synergies back-office qui sont assez importantes. L'enjeu étant surtout le CSP, RH et comptable, et ça, Marie reviendra. Mais du coup, on a mis en place déjà le premier atout, donc le directoire, les N-1, voire les N-2. Donc déjà, on est installé pour maintenant être complètement opérationnel pour activer ces synergies. On va y revenir, je pense. Ouais. Et ensuite, sur la partie RH, donc là aussi, Sébastien Graff, qui est donc le DRH et communication du groupe InVivo, a pris en direct donc tous les RH métiers. Donc on a intégré les RH. Donc ça, c'est important aussi pour maîtriser le changement, hein, parce qu'il y aura sûrement des ajustements dans les organisations. Donc là aussi, il y a une équipe RH qui est en place, donc pour les deux groupes. Ensuite, on a conforté Christophe Pasland, que vous connaissez, qui est le directeur général, sur la partie Malte et agriculture, comme prévu, et membre du directoire. Jean-François Lépy, qui était le patron de trading, est devenu le patron du trading de l'ensemble, et membre du directoire de Soufflé, mais aussi patron du trading de l'ensemble. Et c'est important aussi pour contrôler les positions financières, essayer de se rassurer aussi collectivement et de bien maîtriser les positions. Donc un seul point d'entrée pour gérer les positions à risque du trading des deux groupes. Ensuite, on a gardé des marques séparées vis-à-vis des clients. Il y a toujours au niveau trading, Grain Overseas et Soufflé. Voilà. Mais tout le back-office est en train d'être mutualisé. Il y a quelques synergies, bien sûr, qui sont devant nous dans cette nouvelle organisation mutualisée. Ensuite, vous avez la partie innovation digitale RSE. Et donc, Olivier Kitty, que certains d'entre vous connaissent, est maintenant le patron aussi de l'ensemble des deux groupes, du digital, de la RSE et de l'innovation. Donc, pour nous, c'était important de porter, enfin, c'est les moteurs de la transformation, vous le savez bien, et de les positionner au niveau des deux groupes. Donc ça, c'est aussi en place. Et donc, ça nous permet d'activer le projet digital, d'activer le projet RSE, et puis de dynamiser plus l'innovation, la recherche et le développement. Voilà. Et donc, on a, oui, bien sûr, donc le sujet un peu difficile que vous connaissez, c'est-à-dire la filière blé, première transformation, meunerie, boulangerie industrielle, ingrédients. Donc tout ça, on l'a rassemblé avec un seul patron, le François-Xavier Carrez, qui nous a rejoint avec pour mission de faire un plan de retournement et de retomber à l'équilibre dès l'année prochaine sur ce nouvel ensemble constitué.
passera par des cessions, des restructurations, des fermetures. Enfin, on va vous expliquer tout ça plus tard, mais c'est en cours. Le plan est en cours. Donc, on est au rendez-vous. On a rencontré les salariés de Soufflet. C'était mardi qu'on a réuni tout le monde à nos gens, là, 1500 personnes, pour leur parler, nous faire un point d'étape. Donc, on est vraiment dans la co-construction. On a lancé un programme qui s'appelle Oser ensemble. Et Oser ensemble, c'est le meilleur des deux mondes, et c'est de voir comment ensemble on peut mieux travailler. Et on leur a expliqué qu'on avait un projet de relance pour chaque métier du groupe Soufflet. Sur le malt, vous le connaissez, le projet, il faut doubler de taille en 5 ans. Sur la partie agriculture, on est dans une logique de digitaliser le métier Collecta Pro avec Farmi, Aladin, et d'être demain, on l'espère, c'est l'ambition qu'on se fixe, d'être la première référence digitalisée, on va dire, dans le monde du Collecta Pro. Alors Collecta Pro, c'est je vends des intrants et je rachète la collecte. Et tout ça, demain, ça va être digitalisé, en direct. Donc ça, c'est un énorme programme qui est devant nous. Vous avez un exemple aux États-Unis qui s'appelle Farmer Business Network. Je vous renvoie à son site. Comme ça, vous verrez bien le modèle économique qu'on veut construire en France. Ensuite, bien sûr, il y a aussi la partie internationale de Soufflet en agriculture. Et donc là, ce même modèle, on souhaite le développer en Russie, en Ukraine, après la guerre, et puis dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc là, un vrai projet de transformation du métier Collecta Pro, c'est-à-dire créer de la valeur par les data, la capacité à valoriser des data de l'agriculture, que ce soit des data agronomiques ou des data commerciales, et donc de valoriser ces places de marché B2B, au niveau des fournisseurs, par exemple. C'est un peu le modèle d'Amazon appliqué à l'agriculture. C'est le même modèle économique que l'on veut mettre en place. Ensuite, sur la partie soufflet alimentaire, j'en parle pas parce que on est dans le processus de cession au groupe Avril. Donc, ça suit son cours. On devrait faire un closing en juin. Voilà, au bon prix. Le prix que vous connaissez tous, dont on ne parlera pas, c'est ça? Mais que vous connaissez tous. Donc ça se passe plutôt bien. Le new deal se passe bien, hein. Tout va bien. Hein. Donc voilà. Ensuite, sur la partie filière blé, on est dans la logique de repenser le modèle Lauser. Donc on va diviser l'entreprise en 3 blocs, avec 3 plans de relance. Pas vraiment de restructuration. En communication, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans les faits. Mais en communication, on parle de plan de relance. Plan de relance, ça veut dire... alors c'est possible de parler de plan de relance, parce qu'on a fait une excellente négociation avec Lidl entre Noël et le 1er de l'an. Vous savez que Lidl, c'est 50% du chiffre d'affaires de Neuser. Et donc on devait passer 25% de tarifs et augmenter les volumes de 20%, ce que nous avons fait. Donc on a signé un nouveau partenariat avec Lidl, qui nous permet de parler de plan de relance. Et en disant ça, on va spécialiser 3 usines, donc plutôt compétitives, orientées, modèle économique, volume-prix, donc avec Lidl et tout ce qui s'apparente aux grandes séries. Donc on revient pratiquement au périmètre historique de Neuser, puisque Neuser a démarré avec Lidl dans son histoire, avec une usine à Fürth, Pachwiller là-bas, ouais. Et puis Maubeuge et Reims. Et donc en fait ces 3 usines vont rester dans Neuser, qui va être complètement, ce nouveau pôle va être complètement dédié à ce type de modèle économique. Donc ça veut dire qu'on va remplir rapidement les usines et qu'il n'y aura pas de plan de restructuration du coup. Et je pense qu'avec ces effets volume et effets tarifs, on devrait être à l'équilibre, plus, et peut-être mieux d'ailleurs, sur l'année prochaine dans le cadre du budget. Après, les autres usines françaises, on a créé un pôle plutôt orienté valeur ajoutée, petite série, à destination des marchés de spécialité, on va dire restauration et exportation internationale, plutôt exportation. Donc là, on rassemble quelques usines, il y aura quelques restructurations à la marge. On va voir un peu comment les choses évoluent, parce qu'il faut faire un marketing plutôt intelligent pour augmenter les prix, changer les gammes. Et donc on a une nouvelle équipe qui est arrivée au niveau marketing, avec des compétences très, très intéressantes
sur le marketing de l'offre, notamment avec une ancienne directrice marketing de l'offre de Carrefour en boulangerie industrielle, donc qui nous apporte beaucoup justement pour travailler cette offre. Donc là, on pense qu'on peut être à l'équilibre aussi l'année prochaine. Il y aura certainement quelques restructurations. Certains sites seront reconvertis en dépôts, on va restructurer, spécialiser les lignes. Et puis, on a bon espoir d'être à l'équilibre. Et ensuite, on a la partie internationale avec Pampor, donc il va vivre sa vie tout seul. Et donc là, on verra si on le cède ou pas. Si on a des offres à 1 milliard, on est d'accord, on le vendra. Non, mais si on n'a pas d'offres au bon niveau, on n'est pas pressé pour le vendre. Mais ça fait partie d'un sujet de cession, comme vous l'avez dit, effectivement, au moment du closing. On est dans le processus, on regarde et on attend quelques offres, j'espère intéressantes, dans les semaines qui viennent. Donc ça veut dire qu'on aura du cash qui va rentrer, c'est bien, si on le vend, comme Soufflet Alimentaire, et on aura rééquilibré Nicer France avec la nouvelle stratégie. Il faut le dire, en partie grâce à Lidl, mais enfin bon, ils y trouvent leur compte aussi, je vous rassure. C'est pas un cadeau qu'ils nous ont fait, mais ils n'avaient pas vraiment de choix non plus. Et on espère retomber comme ça sur nos pattes sur le prochain budget, ce qu'on vous avait dit. Après, sur Soufflet, au niveau des activités, le trading a démarré un peu en difficulté, mais là, il s'est bien redressé, donc il est positif, comme Univivo. Donc on va consolider que du positif l'année prochaine en trading sur les résultats. On n'a pas de pression particulière. Sinon l'inflation, bien sûr, du modèle économique, mais ça, tout le monde agricole va avoir à gérer cette inflation, donc plus de BFR, gérer les appels de marge, donc ça, vous savez ça par cœur, donc on va essayer de l'organiser au mieux, mais ça va mettre sous tension le modèle Collecta Pro, forcément Univivo, mais aussi toutes les coopératives françaises, internationales et les négoces sur ce métier-là. Comment le financer, on verra, tout ça, ça se calcule. Mais sachez qu'on va avoir beaucoup de pression puisque les prix ont doublé pratiquement à volume égal. Donc vous voyez en cash ce qu'il faut en plus pour fonctionner. Voilà, je vous laisse là-dessus, réfléchissez. Mais bon, je vous rassure, normalement après ça va rebaisser. Ce sont des cycles. Donc on va revenir à des prix, je l'espère, plus normaux. Mais c'est vrai que là, avec du blé à 400 € la tonne, et peut-être à la rentrée à 500 ou 600, tout dépend de ce qui se passe en Ukraine, il va falloir effectivement assurer pour financer l'exploitation de l'année prochaine. Plus les engrais qu'on doit acheter à 800 € aujourd'hui, la tonne. Ouais, on était à 370 au début, je crois. Oui, on a doublé, tout a doublé. Donc le business model, quand même, va être sous tension, sachant qu'on n'a pas forcément dans ces métiers beaucoup de marge de manœuvre sur les bidas et sur le cash. Donc globalement, attendez-vous quand même que beaucoup de coopératives se posent des questions de voir comment vous pouvez les aider à financer et à passer le cap. Alors, sur ce point-là, nous, on est intervenus, bien sûr, auprès de Bercy et auprès de l'Élysée aussi. On a été reçus par Macron. Et pour parler de la crise ukrainienne, mais je vois que c'est après, donc je ne veux pas trop développer, mais vous dire que sur le financement, on a demandé des aides. Alors il y a le PGE qui a été reconduit dans des conditions économiques, je ne connais pas les détails, pour aider. Bon, on est encore dans un esprit de gestion de crise, d'un point de vue financier pour nous, comme la crise sanitaire. Donc on a demandé la même chose, le PGE, je ne sais pas si on aura des covenants holiday, mais enfin c'est l'objectif qui est demandé sur cette période-là. Bon, tout ça, c'est sur la table. Je ne sais pas encore si c'est aujourd'hui acté. Mais en tout cas, on a une réponse favorable de Bercy sur le sujet, sur la question. Parce qu'ils ont conscience que cette inflation peut mettre à mal beaucoup, pas Univivo, je pense qu'on passera, pas certaines grosses coopératives, mais beaucoup de plus petites coopératives qui ont moins de fonds propres. Enfin, vous connaissez bien le paysage français. Et donc là, ça serait quand même dangereux. Et c'est vrai que l'ensemble des coopératives sont montées au créneau pour dire comment on peut trouver des arrangements pour nous aider pour passer ce moment difficile en termes de financement.
Voilà ce que je vais vous dire en introduction. Donc peut-être rapidement l'opération 2MX, comme ça sera derrière nous dans la réunion. S'il y a des questions, je peux les prendre tout de suite, comme ça on n'en parle plus après. En fait, c'est le programme Flora. Vous vous rappelez, Flora, on avait décidé d'ouvrir le capital du niveau retail, puisqu'on avait un actionnaire Elgam qui est sorti, on a financé, qui avait 13%. Et on s'est dit, on va refinancer la sortie, plus augmenter le capital pour financer la croissance des projets d'ouverture de magasins alimentaires ou d'acquisition. Et donc, dans le processus compétition, bon, on a eu 2MX qui sont venus nous voir en disant on a peut-être une solution pour vous parce que ça correspond vraiment à notre projet. Donc, dans notre SPAC, on avait vraiment mis en avant l'idée qu'on voulait développer, réinventer un retail durable, de proximité, en lien avec l'agriculture. Donc, c'était vraiment le thème de leur SPAC. Et donc, finalement, ils ont tourné, ils ont vu beaucoup de monde, hein, je vous rassure, je pense, faites leur confiance. Mais en fait, ils sont revenus vers nous en disant finalement, votre projet nous intéresse, parce qu'on peut imaginer de créer un deuxième grand frais avec vous à côté des jardineries. Je la fais courte, hein, schématiquement. Et on sait que ce sont les nouveaux centres commerciaux d'avenir, qui sont des centres commerciaux de proximité, qui peuvent être disruptifs par rapport aux grands centres commerciaux avec les hypermarchés. Et donc c'est la vision partagée des futurs actionnaires de dire qu'on peut imaginer que les clients maintenant vont aller dans des centres, on va dire, plus humains pour faire leurs courses. Et il faut qu'ils retrouvent dans ces petits centres commerciaux l'alimentaire, la boulangerie, la jardinerie, voilà. Et comme nous, en jardinerie, on a la chance, avec Jardiland et Gambert, d'être positionnés souvent dans ces petits centres commerciaux, dans des villes moyennes ou dans certaines grandes villes, mais dans des plus petits centres commerciaux, ils nous disent finalement, vous avez vraiment les emplacements qui sont complètement alignés avec notre projet, notre vision. Donc on sait que votre projet Frédici, il est sympa, mais bon, il faut le financer pour décoller. Et donc nous, on vous propose de le financer et de l'organiser. Et on apporte de l'argent, les 300 millions, et on apporte aussi une expertise avec Moïse Zawi, qui connaît bien la distribution. C'est son parcours, voilà, et qui partage complètement cette vision, et qui peut nous aider d'un point de vue à professionnaliser, on va dire, la distribution alimentaire. Donc c'est le meilleur des deux mondes qui se met en place. Et pour nous, c'est une belle opération parce qu'en fait, c'est de l'equity, on n'a pas d'engagement puisqu'on rentre en bourse. Donc on a 300 millions de cash. On a valorisé une Vivo Retail à 675 millions, c'est-à-dire 9 fois les EBITDA, voire un peu plus. Ça dépend ce que vous prenez comme EBITDA. Et puis, même s'ils communiquent sur 8, parce qu'il y a une histoire de normes IFRS pour les loyers, bon, vous connaissez ça par cœur, donc chacun communique comme il veut. Mais enfin bon, la réalité, c'est autour de 9 en French Gap. Et donc, c'est une bonne valorisation pour une Vivo Retail. Je vous rappelle que dans notre parcours, on est parti d'une simple centrale d'achat à Gambert, sans EBITDA il y a 6 ans, qu'on a racheté Jardiland, Delbar, qu'on a réorganisé, restructuré. Donc on a créé une belle plateforme qui fait aujourd'hui 70 millions d'EBITDA. Il y a 5 ans, on faisait 5 millions. Et donc du coup, ça, on l'a valorisé au prix que vous connaissez. Donc en termes de création de valeur, c'est super sympa parce que finalement, ça nous donne aussi un crédit. Quand on discute avec eux, ils disent que finalement, vous êtes aussi dans la logique de créer de la valeur avec les entreprises. Ce que vous avez su faire en jardinerie, ce qui n'a pas été simple. Jardiland était quand même pratiquement en dépôt de bilan. Il a fallu faire un plan de retournement. Les gammes verts, ça dépendait des coopératives. Mais bon, c'était sous pression. Certaines coopératives voulaient arrêter, Terrena, Axérial, Maïsadour, parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. On a récupéré tout ça, on l'a transformé, on a créé une valorisation à 675 millions, actée par la bourse aujourd'hui, plus 300 millions. Ça veut dire que demain, on aura une société cotée à 1 milliard sur Euronext. Et donc, tout le cash des 300 millions, il arrive chez Maha. C'est ça ? Parce que tout ça, c'est du cash pooling qu'on récupère. Et après, on fait la banque là-dessus. Donc, c'est intéressant aussi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est dans la négociation, c'est que moi, j'étais absolument inflexible sur le fait de dire
faut qu'on reste majoritaire et qu'on soit sécurisé pour consolider. Donc aujourd'hui, on a fait un montage où on est à peu près à 60%, 63%. Donc on a le contrôle. On a la présidence du conseil d'administration et on a tous les contrôles qui permettent de consolider, validés par nos commissaires aux comptes. Donc on est complètement à l'aise avec cette opération qui va nous donner de l'agilité pour d'abord du cash pour le groupe et aussi sur le court terme et de l'agilité pour investir. Parce que comme cette partie-là n'est pas endettée, on peut avoir à peu près 600 millions d'euros de cash pour faire des croissances externes dans cette filiale. 300 millions d'equity, 300 millions de dettes. Après, il faut que tout ça, ça matche avec le conseiller du groupe, j'entends bien, et le crédit syndiqué aussi. Mais c'est un sacré levier pour accélérer les croissances en retail. Donc voilà ce que je vais vous dire. S'il n'y a pas de questions sur 2MX, n'hésitez pas. Je ne reviens plus après. Hein. Non ? Ok. Mais c'est très bien expliqué dans la presse ce matin, j'ai vu. Ce qui n'est pas facile à expliquer, mais pour le moment, ils ont bien communiqué. Il n'y a pas eu d'erreur. Voilà. Mara, je te laisse la parole. Oui, entendu. Merci beaucoup Thierry. Donc on va revenir en flashback sur 2021. C'est l'exercice du 30 septembre 2021. Et puis donc on reviendra sur tous les sujets qu'a évoqué Thierry dans les parties suivantes, notamment sur l'intégration de Soufflet et sur la visée pro forma telle qu'on s'est engagé dans notre documentation bancaire à vous la communiquer pour le 30 juin 2022. Donc, concernant les comptes consolidés de l'Union InVivo au 30 septembre 2021, donc en préambule, j'avais 2 messages sur lesquels je souhaitais insister. Donc, bien sûr, pendant toute cette période de l'exercice 2021, le groupe a été mobilisé sur l'acquisition de Soufflet. Mais donc, je vous rappelle qu'au 30 septembre 2021, cette acquisition n'était pas réalisée. Donc, elle n'impacte pas les comptes qu'on va vous présenter. Donc, juste pour rappeler quelques dates clés sur ce process Soufflet. Donc, on est entré en négociation exclusive le 13 janvier 2021 en vue de l'acquisition de 100% du capital du groupe. Le 3 mai 2021, nous avons signé l'accord qui portait sur l'acquisition de Soufflet sous réserve de l'approbation des autorités antitrust, puisqu'on avait des processus antitrust dans différentes géographies, dont bien sûr le principal était l'Union européenne, mais également une dizaine d'autres géographies. Et donc, vous connaissez la stratégie, donc ce rapprochement qui ouvre la voie à la création d'un champion français agricole et agroalimentaire d'envergure internationale. L'acquisition a été financée donc le 9 décembre 2021 et impactera donc les comptes de l'exercice 21-22. Le nouveau groupe ainsi créé se trouve positionné pour relever les défis de la souveraineté alimentaire et aujourd'hui l'actualité nous le démontre plus que jamais. Donc, concernant les comptes consolidés du 30 septembre 2021 pour l'Union InVivo, ils concernent les périmètres suivants, donc les activités statutaires d'InVivo, hein, les 2 activités statutaires qui sont la centrale de référencement Collecta Pro pour les coopératives membres de l'Union et la commercialisation de grains à l'international, et tous les métiers qui sont sous InVivo Group, donc sur l'exercice 2021, Bioline Group, Cordier by InVivo, InVivo Retail. Et puis donc InVivo Grain, c'est le métier statutaire que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu différents faits marquants pendant l'exercice sur tous nos métiers, comme quasiment chaque exercice, comme on a l'habitude de vous les présenter. Donc chez Bioline, un point marquant, ça a été l'acquisition de la société kenyane Dudutech dans le secteur du biocontrôle, qui est intervenu en avril 2021, donc qui fait de Bioline un acteur mondial de la production et de la distribution de solutions de biocontrôle, puisque maintenant Bioline se trouve sur différentes plateformes géographiques, donc l'Europe,
avec le site historique et les activités historiques en France, mais également depuis l'acquisition de Bioline à Syngenta, donc une activité au Royaume-Uni. On a également des activités en Espagne depuis notre partenariat stratégique avec une société de biocontrôle espagnole qui s'appelle Biocolor. Nous avons également, via l'acquisition de Bioline, un pied aux États-Unis, en Californie, qui est une grosse plateforme géographique de biocontrôle. Et nous avions renforcé cette géographie via l'acquisition de Sweetbriar à Driscoll. Et puis, donc maintenant, une présence en Afrique avec du Dutech. Concernant le métier du vin, donc l'exercice 2021 a également été marqué par plusieurs opérations de variation de périmètre. On a cédé notre activité de vin, de distribution de vin en Suisse au groupe Fenaco. Et nous nous sommes rapprochés plus fortement de notre partenaire historique Vinadéis. Donc on avait une participation de 10% dans Vinadéis. Et donc l'opération qui a eu lieu pendant l'exercice 2021 a permis en fait à InVivo de monter au capital de Vinadéis et de fusionner l'ensemble de nos branches vins pour créer Cordier by InVivo. Donc en mars 2021. Ce qui permet maintenant à Cordier d'être non seulement un distributeur, mais également un opérateur industriel de premier plan en France dans le secteur du vin. Concernant les activités d'InVivo Retail, elles ont été marquées pour l'exercice 2021 en termes de variation de périmètre par la poursuite de la cession de nos actifs industriel, on va dire, pour se concentrer vraiment sur le métier de la distribution. Et nous avons cédé au sein de la branche d'activité Néodis notre société Biograin, qui était une société de production d'aliments pour les oiseaux. Donc elle est intervenue en toute fin d'exercice le 29 septembre 2021. Et enfin, donc sur le métier du grain, il y a également eu plusieurs opérations de variation de périmètre. En novembre 2020, on a cédé une participation de 20% dans les silos de Casablanca de masse céréales, qui était également une très belle opération du point de vue du rendement financier de cette participation. On a également pris le contrôle de la société SPBL, un silo donc situé à Bassins, à côté de Bordeaux, dans lequel nous avions déjà 20%. Nous sommes montés donc à 51% et la montée progressive jusqu'à 100% est protocolée. Et puis, en juin 2021, on a cédé une participation donc, de 50% que nous avions dans une société de fret avec un partenaire australien, société donc, située à Singapour qui s'appelait Triumph Shipping, et on a internalisé le bureau de fret dans InVivo Trading. Enfin, donc, dernier mot de préambule par rapport à ces comptes. C'était le deuxième message important à rappeler, c'est donc l'aspect, on va dire, non comparable de nos états financiers. Une fois de plus, donc on a, vous vous souvenez, changé de date de clôture lors de l'AGE 2020 pour passer d'une clôture au 30 juin à une clôture au 30 septembre. Cette décision faisait suite à la cession de Neovia, donc qui contribuait de manière significative dans les comptes consolidés du groupe jusqu'en 2020. Jusqu'en 2019 exactement, puisque nous étions, on va dire, plus avec un caractère céréalier, y compris avec Neovia qui transformait tout ça en alimentation animale. Et suite à cette cession, donc, on avait une prépondérance du métier du retail, et en mars 2020, quand il y a eu la crise sanitaire, c'était une des décisions que nous avions prises et qui avait été validée par l'AGE d'avril 2020 de InVivo. Donc nous avions fait un exercice d'une durée exceptionnelle de 15 mois au 30 septembre 2020, qui est donc l'exercice N-1 dans nos états financiers de l'exercice 2021. Et l'exercice 2021 est le premier exercice d'une durée normale de 12 mois, du 1er octobre
au 30 septembre 2021. Donc, je vous le dis en avance de phase. Donc, l'AGE de avril 2021 a validé le retour à une date de clôture au 30 juin pour l'exercice 2022. Donc, l'exercice qui est actuellement en cours, qui a démarré le 1er octobre 2021, il va se clôturer donc, le 30 juin 2022 avec une durée exceptionnelle de 9 mois. Et cette décision, son rationnel, c'est bien sûr maintenant le doublement de la taille du groupe avec les activités de soufflet qui nous ramène à une prépondérance d'activités céréalières avec un cycle beaucoup plus cohérent en termes de date de clôture au 30 juin. Donc nous aurons à nouveau ce préambule, ce slide de préambule l'année prochaine avec des durées d'exercice non comparables. Donc de ce fait, nous avons porté notre attention dans les différents rapports financiers à bien à chaque fois préciser des informations pro forma de façon à faciliter pour le lecteur la comparaison de certains agrégats. Et donc vous avez ici le rappel des comptes pro forma, donc N-1 pour l'exercice 2021, c'est-à-dire donc ceux de l'exercice 19-20. Et le pro forma consiste à avoir établi ces comptes sur 12 mois, comme si l'exercice 19-20 avait démarré au 1er octobre 2019. Et donc, je vous cite les chiffres d'affaires pro forma pour 19-20. Donc, le chiffre d'affaires est de 4 179 000 000. Le résultat d'exploitation est de 19,8 millions et le résultat avant impôt de l'ensemble consolidé se serait élevé à 2,6 millions d'euros si nous avions réalisé un exercice de 12 mois. Oui, pardon. Encore un dernier mot de préambule avant de passer à la description des comptes. C'est bien sûr un dernier mot sur le contexte de l'exercice 2021 qui s'est prolongé dans le contexte de crise sanitaire Covid avec des impacts variables selon nos métiers. Donc, sur l'activité d'In Vivo Retail, nous avons à nouveau eu sur l'exercice 2021 comme 19-20 une activité qui a été marquée par la fermeture partielle des points de vente, mais donc fort heureusement qui est intervenue en octobre et novembre 2020 dans une période plus basse en termes de saison que l'exercice précédent. Et donc In Vivo Retail, le reste des autres mois, a su capitaliser sur le fort attrait représenté par le monde de la jardinerie et en particulier par l'autoproduction, observé depuis le début de la crise sanitaire et a vu son chiffre d'affaires progresser sur la période. Cordier by In Vivo a également été impacté par cette crise sanitaire puisque durant une partie de l'exercice, le circuit café, hôtel, restaurant dans lequel on est très présent a bien sûr été fortement bouleversé par la fermeture des restaurants et des hôtels. Et dans différentes géographies d'ailleurs dans lesquelles Cordier distribue ses produits. Et donc l'impact de la sous-activité de ce circuit a été classé en résultat non courant pour 4 millions d'euros. Les autres métiers ont eu également des impacts, mais moins significatifs que ces deux-là, notamment sur les aspects de coûts, de protection des collaborateurs. Et les impacts de la crise sanitaire sont reflétés dans les états financiers au sein du résultat exceptionnel pour, donc je viens de parler des équipements de protection individuelle, de la sous-activité et également d'une prime PEPA qui a été versée pour certains collaborateurs du groupe compte tenu du surcroît d'activité. Donc tous ces mots d'introduction étant, ces précautions d'usage étant prises, donc voici les résultats, le compte de résultats consolidé de l'exercice 2021, tel qu'il apparaît dans notre rapport financier. Donc le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2021 est de 4 710 millions d'euros, donc à comparer à l'exercice de 15 mois, donc 5 143 millions d'euros, et aux 4 179 millions des comptes pro forma que je vous ai présentés tout à l'heure. Le résultat d'exploitation s'élève à 32 millions d'euros,
contre 8 millions sur l'exercice précédent sur 15 mois et 19,8 millions dans les comptes pro forma présentés précédemment. L'EBITDA de l'exercice 2021 atteint 94 millions d'euros contre 72 millions sur l'exercice précédent, et nous verrons dans un bridge présenté plus tard que le pro forma pour 15 mois de l'exercice 19-20 s'élève à 73 millions d'euros, puisque le trimestre qu'on avait rajouté dans l'exercice de 15 mois est peu contributif en termes d'EBITDA et plutôt grève en termes de coûts fixes. Après donc résultats financiers, résultats exceptionnels et impôt sur les sociétés, quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence, nous avons un résultat net de l'ensemble consolidé qui s'établit à 11 millions d'euros, en progression donc de 29,6 millions d'euros par rapport au résultat de l'exercice de 15 mois. Et puis, donc, pour mémoire, le résultat pro forma est de 2 millions d'euros pour une période de 12 mois. Nous allons détailler par la suite l'EBITDA, mais donc juste un mot sur le résultat financier donc, qui s'améliore de 21 millions d'euros sur la période. Donc, c'est principalement lié à la baisse du coût à l'amélioration, on va dire, de 10 millions d'euros en lien avec la baisse de la dette nette moyenne et la baisse des taux d'intérêt sur le volet BRL et US dollars. Et concernant le résultat exceptionnel, nous avions un résultat exceptionnel sur l'exercice précédent qui était un produit de 3,6 millions d'euros suite à des on va dire à des reprises de provisions ou des risques non matérialisés qui avaient été provisionnés sur l'exercice précédent. Et nous avons un résultat exceptionnel qui est une charge non courante de 13,2 millions d'euros sur l'exercice. Donc j'ai parlé tout à l'heure des coûts induits par la crise sanitaire, donc pour environ 7,4 millions d'euros. Et nous avons également d'autres coûts de type réorganisation pour 5 millions d'euros, des risques fiscaux pour 5 millions d'euros, et puis bon, les autres charges et produits se compensent. Concernant donc l'EBITDA de l'exercice qui se situe donc à 94 millions d'euros en progression de près de 22 millions d'euros par rapport à septembre 2020. Donc nous avons le retraitement des 3 mois de l'exercice d'une durée exceptionnelle de 15 mois, comme je l'ai indiqué, qui n'impacte pas significativement cet agrégat. Et donc la progression de 73 millions à 93,9 millions d'euros est portée par différents métiers. Donc, bien sûr, le métier du retail, comme je l'ai indiqué, donc, dont l'activité a été boostée sur l'exercice 2021. Les autres métiers du groupe, comme le vin et certaines activités donc de manière moins significative, ont également progressé. Donc le vin, à travers un retournement et l'effet de périmètre, a progressé de 5 millions d'euros en termes d'EBITDA par rapport à l'exercice précédent. En revanche, donc, l'activité de Bioline a, elle, subi un recul de 10 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, en lien principalement avec nos activités brésiliennes sur le volet des produits de santé végétale, produits génériques de santé végétale. Voilà les principales variations en termes d'EBITDA. Je passe maintenant au bilan consolidé du groupe, avec un focus sur les principales variations du bilan. Donc sur la photo de notre bilan au 30 septembre 2021, le montant des capitaux employés à l'actif est de 1 250 millions d'euros, dont 984 millions d'actifs immobilisés, avec une variation une augmentation de 100 millions environ par rapport à la photo de la fin de l'exercice précédent.
Cette variation s'explique principalement par des écarts d'acquisition qui augmentent de 22 millions liés aux entrées de Vinadéis et de Dudutech. Et puis également une augmentation des immobilisations corporelles et incorporelles, en grande partie liée également à ces variations de périmètre. Le net entre les acquisitions et les cessions est de 90 millions sur les IMO corporels et incorporels. Et le reste de ce poste, et les variations sont marquées par nos différents CAPEX. Donc dans les principaux CAPEX de l'exercice, on peut noter la rénovation de nos points de vente pour une petite vingtaine de millions et la poursuite du développement du digital avec Aladdin, évoqué par Thierry, pour environ une dizaine de millions d'euros. Et donc, bien sûr, les amortissements de l'exercice pour environ 40 millions d'euros. Notre besoin en fonds de roulement est de 285 millions d'euros et ce BFR s'améliore de près de 34 millions d'euros par rapport à la photo de l'exercice précédent, avec une évolution favorable de toutes les composantes du BFR, que ce soit sur les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Et le BFR hors exploitation s'améliore également de manière peu significative, de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc, si je passe maintenant aux capitaux employés au passif, donc les fonds propres du groupe sont de 1,39 milliard d'euros et les autres fonds propres donc de 41,3 millions d'euros. Au 30 septembre 2021, les autres fonds propres sont principalement composés des ORA, avant refinancement dans le cadre de l'opération Parnasse. Les capitaux propres donc, augmentent par rapport à l'exercice précédent sous l'effet des principales variations suivantes. Donc, bien sûr, le résultat de l'exercice pour 11 millions d'euros, les intérêts minoritaires sur entrée de périmètre pour près de 15 millions d'euros, et d'autres variations, écarts de conversion et intérêts aux parts sociales qui s'annulent l'une et l'autre. Les provisions pour risques et charges s'élèvent à 102 millions d'euros et augmentent de 12 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Et cette augmentation est principalement liée aux variations de périmètre et à la consolidation des provisions pour risques et charges, notamment du périmètre Vinadéis pour 9 millions, à la rationalisation d'activités sur les périmètres Cordier et Retail pour un peu moins de 4 millions d'euros. Je vais peut-être passer la parole à Pierre pour commenter la trésorerie et la dette nette. Merci Maha. Voilà, donc si on regarde maintenant un petit peu ce qui s'est passé du côté du cash, d'abord ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une stabilité de la trésorerie avec un cash qui passe de 169 millions, un peu plus de 169 millions à 165 millions. On peut observer donc d'abord il y a une capacité de génération du cash par l'activité, par les métiers qui est très significative. Si vous additionnez les premières barres, vous verrez qu'entre la CAF et le mouvement de BFR, on génère 100 millions. Et ces 100 millions donc, ont permis de couvrir les besoins, que ce soit les besoins d'investissement ou les besoins de remboursement de dette. Je vais vous détailler ces éléments un peu plus avec la même analyse, mais portant cette fois sur la dette nette consolidée. Donc, la dette nette consolidée évolue également assez faiblement. On passe de 40,7 millions à 53,6 millions de dettes à fin septembre. Là, donc, on voit de façon un peu plus précise que la CAF générée par les métiers s'élève à 60 millions. 60 millions, c'est une nette progression par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes, avec deux métiers qui contribuent plus particulièrement. Le métier retail, qui a déjà été évoqué à de nombreuses reprises, pour 48 millions d'euros de CAF, et également le métier Bioline qui génère 13 millions de CAF.
Donc cette CAF a été complétée par une variation favorable de BFR. Le BFR a été bien maîtrisé à fin septembre. Et tout ce cash a permis donc de couvrir nos investissements. Et quand on analyse les investissements, là encore, il faut bien tenir compte du fait qu'on a une politique très dynamique, très active de gestion de nos portefeuilles, ce qui nous a permis de réduire le cash-out net. Donc ça a été là aussi déjà évoqué par Maha. Si vous regardez les variations de périmètre, nous avons une variation nette d'à peu près 50 millions. Mais cette variation, en fait, correspond à 90 millions d'investissements. On a parlé de Vinadéis pour 41 millions, 30 millions sur du Dutech, la prise de contrôle de SPBL, plus quelques rachats de participation minoritaire, notamment chez Gamver, pour monter au capital de cette filiale importante du retail. À côté de ça, donc, on a eu des sessions de participation, elles, considérées comme non stratégiques, Biograin dans le pôle retail, les activités suisses de Vinadéis et de Cordier by Invivo, et pour finir la cession de nos participations Masscéréales qui a été également évoquée par Maha. Sur les CAPEX, c'est la même chose. On a en fait un CAPEX net qui s'élève de mémoire précisément à 72,2 millions. Et qui est atténué par des cessions d'actifs, notamment des actifs immobiliers, à hauteur de 13,4 millions. Si on observe maintenant l'évolution de la structure de la dette, bon, là, c'est un peu frustrant pour toutes les personnes ici qui ont énormément travaillé tout au long de l'année dernière à la mise en place des financements d'acquisition de Soufflet. On ne voit pas trop le travail puisque, encore une fois, ce sont des comptes pré-acquisition. Vous voyez que la dette évolue peu. Elle évolue de 13 millions à 12,9. Il y a assez peu de mouvements sur la dette moyen long terme. Quelques émissions qui ont été essentiellement réalisées au niveau de nos filiales. Et ensuite les amortissements habituels. Donc quand on regarde l'évolution de la dette moyen-long terme qui baisse en fait d'à peu près 21 millions, elle est compensée par une hausse de la trésorerie nette puisque, comme je viens de l'expliquer, l'essentiel du travail l'année dernière a été de structurer l'opération et de lever la dette d'acquisition pour le groupe Soufflet, qui n'apparaît pas ici. Donc, in fine, ce qu'on peut retenir, c'est que cette faible augmentation de la dette, elle traduit avant tout des variations de périmètre avec 8 millions de dettes qui rentrent dans le périmètre groupe du fait des acquisitions, et ensuite des écarts de conversion défavorables puisqu'ils font augmenter la dette de 4,8 millions. Merci Pierre. Donc, en conclusion sur cet exercice 2021, donc un modèle économique résilient et performant, comme vous pouvez le voir, donc résilient parce que bien équilibré en termes de répartition du chiffre d'affaires. La formation des 4,7 milliards se réalise sur un portefeuille de métiers. Bien sûr, avec l'acquisition du groupe Soufflet, cette résilience est vraiment renforcée. 73% de l'activité se forme en France, mais avec l'acquisition du groupe Soufflet, donc on rééquilibre à 50-50 la formation de notre chiffre d'affaires. Les résultats permettent de consolider nos fonds propres à plus de 1 milliard d'euros, avec une structure financière très solide et un ratio de levier au 30 septembre 2021 qui était de 0,6, qui nous a permis d'aborder sereinement l'acquisition du groupe Soufflet. Et l'exercice 21-22 va se consister à renforcer et à faire un point de départ pour le groupe combiné Invivo plus Soufflet. Le véritable exercice de 12 mois, ça sera notre point 1 de la nouvelle vie du groupe, c'est vraiment 22-23,
parce que l'exercice en cours, donc bien sûr l'acquisition de soufflets, s'est faite en cours de route. Nous allons continuer, comme Thierry l'a dit en introduction, à travailler notre portefeuille d'activités, comme on l'a fait tout au long de l'année 2021. Vous l'avez vu sur les activités d'In Vivo, avec des cessions, des acquisitions qui nous permettent de renforcer nos métiers stratégiques. Et donc, voilà, en conclusion sur cet exercice 2021, il a été, on va dire, un exercice avec de bonnes fondations pour aborder l'acquisition de soufflets. Un point justement sur la stratégie de financement dans le cadre de la mise en place du financement d'acquisition. Oui, effectivement, c'est important d'en reparler. Donc, on a une stratégie de financement qui avait été redéfinie, réaffirmée au moment où le groupe, en 2014, avait travaillé ses stratégies métiers de long terme. Et cette stratégie, elle reposait sur quelques points essentiels que je vais rappeler. Le premier, c'est bien sûr de donner de la visibilité sur nos objectifs de long terme en termes de levier. Ce que le groupe souhaite, c'est bien sûr se développer. Donc, on vise des leviers entre 2,5 et 3. Hein. Donc, des leviers qui nous permettent aussi de tenir compte des spécificités de nos secteurs. Nous sommes dans des secteurs qui sont exposés aux matières premières. Thierry l'a répété, c'est très important, effectivement. Sur les matières premières, on a des cycles longs sur les hausses de prix. Donc, on a besoin, tout en gardant ces objectifs très, très clairement affirmés à long terme, d'avoir une flexibilité, une souplesse sur les leviers. On a également une politique d'investissement active et sur ces investissements stratégiques, on a besoin de pouvoir saisir des opportunités, que ce soit à l'achat ou à la vente, on l'a prouvé par le passé. Et donc, on a autour de ces objectifs des périodes où on va être potentiellement un petit peu au-dessus, comme c'est le cas ces temps-ci, ou largement au-dessous, comme cela l'a été sur les 3 années précédentes. L'autre point, et là aussi il est d'actualité, c'est les partenariats minoritaires. Depuis très longtemps, le groupe s'appuie sur des partenaires en fonds propres qui nous accompagnent sur des projets de métiers bien identifiés, qui nous apportent différents savoir-faire, différents compléments de compétences, et qui nous apportent surtout donc des fonds propres pour accélérer et faciliter le développement des métiers ciblés. Donc c'est précisément dans cette optique que s'inscrit l'opération qui est en cours de discussion sur le projet Flora. Les partenariats bancaires, bon, bien sûr, ils sont clés pour nous. Là aussi, il y a une vraie continuité. On a eu l'opportunité, avec l'opération Soufflet, de totalement retravailler le pool de nos partenaires. Vous avez vu que le pool du crédit syndiqué s'est fortement élargi. Et aujourd'hui, notre pool rassemble des banques qui étaient historiquement les banques du groupe In Vivo, aux côtés des banques qui ont accompagné historiquement le groupe Soufflet. Beaucoup d'entre elles étaient bien sûr dans les deux groupes, hein, mais on a pu en fait élargir notre pool en intégrant des banques qui étaient proches de Soufflet et qui étaient en particulier très impliquées dans le soutien du groupe Soufflet sur ces zones géographiques, notamment en Europe centrale, en Europe de l'Est, des zones où le groupe In Vivo n'était pas ou peu présent. Donc nous avons aujourd'hui un pool bancaire qui est étoffé, renforcé, qui est totalement en adéquation avec notre présence géographique et qui donc a montré au cours de l'année dernière le soutien qu'il était capable de nous apporter sur des grandes opérations stratégiques. La diversification des instruments de financement. Donc ça aussi, c'est un point important. Depuis 2016, nous avons procédé à différentes opérations. Nous avons utilisé différents types d'instruments, les crédits syndiqués, bien sûr. On conserve à côté des crédits syndiqués des lignes bilatérales. On a eu la possibilité d'émettre à plusieurs reprises des obligations en format EuroPP. On a également émis des ORA, on a émis des titres participatifs. Voilà, on essaie de diversifier nos instruments pour aller chercher en particulier de la maturité. Ponctuellement, on a fait le choix pour sécuriser l'opération Parnasse de se recentrer sur un financement qui était plus bancaire
Et donc, on a remboursé au moment de l'acquisition tous les instruments qui étaient en format de type des intermédiaires, EuroPP chez nous, et sur le groupe Soufflet, nous avions des Schuldschein, des bonds, enfin une gamme encore plus diversifiée. C'est un passage transitoire. Notre volonté, c'est de pouvoir rapidement, dès lors qu'on aura pu démontrer et déployer nos premières ambitions, donc revenir vers les marchés des intermédiaires en essayant des formats qui seront là encore plus diversifiés, en profitant de l'expérience de Soufflet, notamment sur les Schuldschein. On est prêt aujourd'hui donc à aller sur ces différents marchés des intermédiaires pour redéployer et rediversifier notre base de financement par dette. Un dernier point, c'est l'intégration de la stratégie RSE dans notre stratégie de financement. Donc le groupe a bien sûr travaillé et développé sa stratégie RSE depuis de nombreuses années, mais on avait un besoin en fait de structuration de notre capacité de reporting et de production de KPIs. Il y a eu un gros travail qui a été fait ces 2 dernières années pour justement améliorer notre production d'indicateurs RSE et mieux traduire les efforts qui étaient faits depuis de nombreuses années par le groupe dans ce domaine. Et grâce à ce travail, nous avons été en mesure, sur le nouveau crédit syndiqué, d'introduire des index, des indicateurs de performance RSE. Donc nous avons un crédit syndiqué en format linked qui intègre 3 indicateurs importants pour nous. D'abord, un indicateur de maîtrise des émissions et de réduction des émissions carbone en scope 1 et 2. Ensuite, bien sûr, un indicateur qui est lié à l'intérêt qu'on porte à nos collaborateurs qui concerne la réduction des accidents du travail. Et enfin, un indicateur qui est fédérateur pour tous nos métiers, qui correspond au développement des offres à impact positif. Donc, tous nos métiers sont impliqués pour améliorer leur impact RSE et pour développer à destination de leurs clients des offres qui contribuent au bien-être de tous et au bien-être de la planète. Donc, ce 3e indicateur est vraiment pour nous un levier très important pour mobiliser les métiers et leur montrer que nos partenaires financiers sont derrière nous et sont prêts à les appuyer, à les financer quand ils s'engagent dans cette trajectoire. Un petit point rapide sur le résultat de tout ce travail. Donc, on a repris ici une projection de la dette moyen-long terme avec la projection de la position au 30 juin. Donc, c'est ici que vous retrouvez le résultat du travail qui a été fait l'année dernière avec nombre d'entre vous. Donc, une levée de crédit syndiqué pour 1,650 milliard. Sur ces 1,650 milliard, il y a 686 millions de dettes non tirées, dont 600 millions de RCF. Donc, ce qui apparaît là dans la première barre, c'est essentiellement, enfin, c'est uniquement la partie tirée, complétée par toutes les dettes moyen-long terme bilatérales que l'on peut avoir, soit au niveau d'Invivo, de l'Union, soit au niveau de nos filiales. Comme vous le voyez, la très très grande majorité de nos financements est centralisée. Nous avons 96% des dettes moyen-long terme qui sont portées soit par l'Union, soit par Invivo Group. Donc ça aussi, c'est un point central de notre stratégie et c'est un point qui sera réaffirmé et notamment dans toutes nos opérations qui mobilisent des partenaires minoritaires. Donc, quand on projette l'échéancier des maturités, vous voyez qu'on a étalé et réallongé la maturité de notre dette, avec un point de passage important pour nous qui sera au plus tard en 2024-2025, puisqu'en 2024-2025, on a une tranche de 300 millions sur le crédit syndiqué qui arrive à maturité. Notre volonté, c'est de refinancer cette tranche par des émissions des intermédiaires, comme je l'ai expliqué. Et là-dessus, on aura une approche assez opportuniste. On s'est donné 3 ans en fait,
pour revenir sur les marchés. Mais dès que l'opportunité se présentera, on ira tester donc soit les EuroPP, soit les Schuldschein, soit d'autres formes s'il y en a pour comme je l'ai dit, diversifier notre pool de financement et pour aller chercher de la maturité. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que donc, dans notre pool, à l'heure actuelle, il n'y a pas de PGE. Enfin, InVivo n'a jamais sollicité de PGE jusqu'à présent. On a bien sûr, au gré de nos acquisitions en France, hérité de certains PGE. Alors, le PGE soufflé a été intégralement remboursé. Il nous reste aujourd'hui simplement un PGE qui a été hérité de Vinadeis pour 14 millions de mémoire. Mais nous n'avons pas eu jusqu'à présent recours à ce type de financement. Bon, bien sûr, si jamais il y avait un sujet, on aurait toujours la possibilité de le faire, mais jusqu'à présent, on a toujours essayé de ne pas avoir à recourir à ce type d'instrument. Voilà pour les points essentiels sur l'endettement. Merci Pierre. Je vais maintenant appeler Laura. Je vais vous présenter donc Laura, qui est une personne très importante dans le groupe car elle a 2 casquettes. Donc la communication financière qui va prendre de l'ampleur, j'espère, et puis la partie intégration. Je te laisse présenter l'intégration de Soufflet. Oui, donc bonjour à tous. Je vais appuyer sur le petit bouton. Non, sur le vert. C'est celui-là. Donc sur l'intégration Soufflet, donc je vais répéter un certain nombre de choses qui ont déjà été. Je vais répéter un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées donc par Thierry au début de la réunion. Donc en fait, on est en train de négociation exclusive avec le groupe Soufflet et qu'on a fait le signing, on a décidé de démarrer les travaux d'intégration en amont du closing, donc dans la limite bien entendu de ce qui pouvait être fait avec les règles de l'autorité de la concurrence, afin d'anticiper au maximum tout ce qu'on pouvait anticiper avant le closing. Donc ce qui a permis justement d'arriver au closing avec des équipes déjà bien embarquées. Et ces équipes ont été d'autant plus embarquées par le plan Oser Ensemble qui a été mis en place donc, par notre département ressources humaines. Comme l'a évoqué Thierry, donc on a consolidé les positions de fonctions transverses avec notamment la création d'une fonction innovation R&D stratégie digitale donc, qui est dirigée par Olivier Cliti et qui va être au service de l'ensemble des métiers du groupe InVivo et Soufflet. Concernant les fonctions support, donc on a eu le regroupement très rapide des fonctions groupes ayant des activités de même nature, donc en particulier voilà, les ressources humaines, la finance, l'IT, comme l'avait mentionné Thierry. Donc concernant les synergies, vous avez été présenté dans le Credit Memo un objectif entre 40 et 48 millions qui avait été chiffré par EY pendant la phase de due diligence. Les travaux qui ont été initiés post-signing et jusqu'au closing ont eu pour objectif justement de confirmer cette poche de synergie. On est bien toujours dans cet ordre de grandeur. On a des équipes qui sont bien entendu pleinement mobilisées pour les délivrer. En plus donc, des synergies, il a été décidé de réfléchir à un plan de transformation plus global pour les métiers créateurs de valeur. Donc, comme vous le savez, le Malte est pour nous un de ces grands piliers. Et donc a été initié un diagnostic indépendant afin d'évaluer le plein potentiel de ce pôle. Enfin, toujours dans cette problématique justement de synergie et de transformation plus long terme, comme vous le savez, un certain nombre d'actifs sont en cours de revue stratégique. Je vais laisser maintenant la parole à Thierry pour faire un petit point sur la situation de nos activités en Ukraine et en Russie. Ah, la carte, voilà. OK. Donc voilà, vous avez les positions aujourd'hui de Soufflet, puisqu'il ne s'agit que des activités de Soufflet. InVivo, nous n'étions pas présents en Europe de l'Est, on était plus centré sur le Brésil.
Ce qui n'est pas aussi simple, mais bon, c'est un autre sujet, quand même. Donc, sur l'Ukraine, vous avez 4 sites, vous voyez, qui sont plutôt positionnés sur l'ouest. Donc, donc, pas trop impactés, si on peut parler ainsi, directement par la guerre, on va dire, physique sur le terrain. Donc, vous avez la Malterie, un site qui est arrêté aujourd'hui, qui est à l'ouest de Kiev, à peu près à 300 km. Nous avons 80 salariés. Donc, cette malterie, elle est arrêtée parce qu'en fait, nos clients brasseurs ont arrêté leur fonctionnement. Donc, c'est à l'arrêt. Vous avez après les sites d'agriculture, donc de collecte à pro. Donc, il y en a 3, pardon. Et puis, vous avez le bureau de trading à Kiev. Donc, le bureau de trading est arrêté. Par contre, depuis maintenant, on va dire une semaine, on a décidé de réouvrir nos entrepôts pour pouvoir, qui ont des stocks aujourd'hui d'intrants, et pour pouvoir répondre aux demandes des agriculteurs ukrainiens qui veulent semer, parce que vous savez, c'est la période des semis. Et sur l'ouest de l'Ukraine, on peut le faire. Alors, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a plus de logistique. Donc, c'est les agriculteurs qui viennent et qui payent cash. Donc, c'est un système de cash and carry. Donc, forcément, tous les agriculteurs ne peuvent pas payer cash, donc le volume va baisser. Mais bon, on se devait de réouvrir cette activité pour soutenir l'agriculture ukrainienne. Donc, on le fait. Pour le moment, ça se passe, si on peut parler ainsi, plutôt pas mal sur cette région-là. Alors, sur l'Ukraine, vous avez quelques chiffres qui apparaissent. Donc, c'est un chiffre d'affaires global sur les 3 activités, y compris trading, de 260 millions. Il y a 350 personnes. Les Français sont rentrés, les Ukrainiens sont chez eux, enfin, pour ceux qui ne sont pas dans l'activité agriculture. Et puis on a, je crois, une trentaine de salariés qui ont été mobilisés, donc qui sont partis sur le terrain, voilà, pour combattre. On a mis en place une cellule de crise, donc tous les soirs à 18h, pour garder aussi le fil avec les salariés. Aussi, ça remonte un peu le moral. Ils ne sont pas isolés. Donc, finalement, c'est des contacts quotidiens en visio avec une partie des cadres qui sont sur place. Donc, bon, il y a le moral est haut ou bas, ça dépend des jours. Mais enfin, on essaye de les soutenir. Voilà notre activité. Bon, sur les impacts, vous verrez, on va parler de la Russie, mais sur les impacts, on verra après peut-être les chiffres. Donc, le trading était important aussi en Ukraine. Donc, on a arrêté bien sûr le trading, puisqu'on ne peut plus exporter nos stocks de blé. Et puis sur la partie maïs, on peut sortir par la Roumanie en mode dégradé avec des trains, une partie du stock de maïs, puisqu'il y a un ban essentiellement sur le blé en Ukraine, et on peut exporter notre stock de maïs. Donc, voilà. Voilà la situation. Et sur la Russie, donc c'est un peu plus petit, c'est 110 millions. Voilà, il y a toujours les mêmes métiers, collecte à pro, une usine, une malterie à Saint-Pétersbourg, et puis une activité à ingrédients, à IT, mais qui est toute petite. Donc là, par contre, on continue en mode dégradé, essentiellement pour la partie locale, qu'on paye en roubles. Et je crois qu'il y a des banquiers qui nous accompagnent encore. On n'a pas arrêté, mais on pourrait arrêter, puisque notre principal client, Carlsberg, a décidé de se retirer. Et Heineken l'a déjà fait, mais c'est tout Carlsberg qui est proche de nous là-bas. Donc on attend, on voit, on est dans une position, voilà, on gère au jour le jour et on attend de voir la position de nos clients pour savoir si on arrête ou pas. Heineken a une brasserie, a décidé de vendre ses activités, définitivement. Et Carlsberg a dit qu'il allait faire la même chose, mais à la fin de l'année. Bon, comme Total, c'est à la fin de l'année. Donc nous aussi, on est dans la position où, si à la fin de l'année, nos clients s'en vont, on partira. Mais bon, on espère que d'ici la fin de l'année, il y aura un cessez-le-feu et que peut-être qu'on travaillera différemment sur le sujet. Voilà, sur la question. On reviendra sur les impacts après. Oui, enfin maintenant, donc justement, je vais les développer. Donc vous le savez, dans notre contrat de crédit syndiqué, donc on a un engagement donc de vous communiquer et
EBITDA et dette nette pro forma 12 mois, comme si l'acquisition de Soufflet s'était réalisée au 1er juillet 2021, et donc avec une contribution sur l'exercice normal de Soufflet, et un pro forma pour InVivo, 1er juillet 2021, 30 juin 2022. Donc l'EBITDA pro forma du 30 juin 2021 pour le groupe consolidé, ce serait élevé à 227,7 millions d'euros. Notre visée pour l'EBITDA du 30 juin 2022, avant crise ukrainienne et avant synergie, s'élèverait à 248,5 millions d'euros, avec donc les activités de InVivo historiques qui contribuent pour près de 28 millions d'euros à l'amélioration de l'EBITDA. Donc 10 millions portés par le pôle commercial, des activités qui sont sous InVivo Group, Bioline, dont l'exercice 21-22 s'améliore considérablement par rapport à l'exercice précédent, et en particulier le pôle coopératif qui contribue pour 18 millions d'euros. Donc le pôle coopératif, ce sont nos activités statutaires, et donc on a deux activités qui ont des résultats assez dynamiques actuellement, donc le trading et notre activité de logistique et stockage. En revanche, les activités de Soufflet contribuent donc dans l'évolution de 2021 à 21-22 pour moins 7 millions d'euros par rapport à leur EBITDA de l'exercice précédent, donc qui était de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc on a un EBITDA qui décroît sur le pôle Soufflet. Donc on va dire en fonction des métiers, c'est assez contrasté. Le pôle agriculture de Soufflet est en dynamique assez positive, avec un EBITDA qui s'améliore de plus de 25 millions d'euros avant crise ukrainienne. En revanche, la filière blé souffre particulièrement dans cette visée, que ce soit sur le pôle BVP, mais également sur la meunerie, où on a à la fois l'impact des effets haussiers sur les prix, mais également l'impact d'une mauvaise qualité de récolte 2021 qui grève les résultats. Donc, ça nous amène donc à ce point de passage autour de 248,5 millions d'euros en EBITDA de gestion 30 juin 2022. Comme vous le savez, donc, dans notre documentation bancaire, nous pouvons intégrer 18 mois de synergie plafonnée à 10% de l'EBITDA, si ma mémoire est bonne. Donc, nous intégrons 23 millions de synergie à 18 mois. Ce qui nous amène donc à un EBITDA covenant de 271,7 millions d'euros. Nous avons évalué à ce stade le risque Ukraine à 16 millions d'euros d'impact d'EBITDA négatif sur l'exercice, en prenant en compte donc moins 14 millions sur l'activité agriculture et moins 2 millions sur la malterie. Donc l'activité agriculture, vraiment, ce sont les 5 prochaines semaines qui vont voir si on confirme ou pas ce chiffre, qui est un peu le cas maximum, puisque les semis doivent démarrer d'ici 2 semaines. Là, actuellement, les sols sont encore gelés, mais vraiment, les 5 ou 6 prochaines semaines sont cruciales de ce point de vue-là. Donc les 271,7 millions d'euros passe dans ce scénario à 255 millions d'euros. Et nous avons lancé un certain nombre de plans d'action, un peu comme on l'avait fait pendant la crise sanitaire Covid, pour mitiger ce downside de la crise Ukraine-Russie. Donc ce sont différents plans d'action, dont des reports d'OPEX notamment, qui nous permettrait de mitiger pour environ 7 millions d'euros
Donc notre EBITDA cible de la visée 30 juin 2022 est de 262 millions d'euros. En vision pro forma. Je passe maintenant à la projection de dette nette, de manière à vous communiquer nos prévisions sur le levier. Donc le point de départ à moins 780 millions d'euros, c'est la dette nette combinée des deux groupes au 30 juin 2021. Donc vous vous souvenez, au 30 juin 2021, InVivo en stand-alone était sur une position, on va dire, à l'équilibre. On avait, je crois, 4 millions de cash. Donc combiné à la dette nette du groupe Soufflet qui était autour de moins 780 millions d'euros. Donc c'est notre point de départ. Dans cette vision dynamique de la visée au 30 juin 2022, vous avez les premiers bâtons qui représentent, on va dire, les aspects haussiers des matières premières, avec donc sur le périmètre InVivo standalone, une augmentation de l'endettement net qu'on a décomposé en 102 millions pour le pôle commercial et 41 millions pour le pôle coopératif. Sur le pôle commercial, c'est à la fois l'impact de l'aspect haussier sur les BFR, mais également des aspects de variation de périmètre, puisque sur l'exercice, nous avons, comme on l'a indiqué en introduction, racheté notre minoritaire dans InVivo Retail, donc Elgam, et également réalisé des acquisitions de magasins Jardiland. Donc le tout pour environ 60 millions d'euros. Entre le rachat des minoritaires et l'acquisition des grappes de magasins Jardiland. Et donc le solde s'explique pour une quarantaine de millions par un effet haussier sur le BFR. Sur le pôle coopératif, là c'est plus un effet, on va dire, BFR. Le pôle Soufflet, donc quant à lui, contribue pour cette partie haussière pour 90 millions. Et on précise que cet effet est partiellement compensé par la réintégration de la valorisation des stocks RMI dans le calcul de la dette bancaire. Nous avons matérialisé dans un histogramme à 91 millions d'euros l'impact de l'acquisition de Soufflet, mais qui, bien sûr, en fait, par rapport à la dette d'acquisition, se trouve dans l'ensemble, enfin, dès le point de départ, puisqu'on a également refinancé la dette de Soufflet. Donc les 91 millions sont plus pour matérialiser l'impact du prix d'acquisition des titres, du refinancement des ORA netté du crédit vendeur qui est mis en place dans le cadre de la garantie d'actifs et de passifs et de l'injection d'equity par les minoritaires qui sont rentrés sur le pôle Malte, ce qui nous amène à une dette nette de gestion au 30 juin 2022 à 1,102 milliard d'euros. Donc la réintégration des RMI contribue pour plus 150 millions. Le crédit vendeur qui reste donc dans nos accords comptabilisés comme de la dette, donc pour 86 millions, ce qui nous amène à une dette nette covenante de 271,7 millions d'euros. Avant impact Ukraine, si on rapporte cette dette nette à notre visée avant l'impact Ukraine, le covenant bancaire serait de 3,8, ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait présenté, 3,7, au covenant qu'on avait présenté l'an dernier dans le Credit Memo pour le 30 juin 2022 en proforma 12 mois. L'impact de la crise Ukraine-Russie sur notre endettement est évalué à 41 millions d'euros liés à des aspects BFR, ce qui nous donne une dette nette, on va dire, dans le cas de ce qu'on a appelé le worst case, donc post-crise Ukraine-Russie à 1,79 milliard, rapporté à l'EBITDA post-crise Ukraine-Russie de 255 millions, on est à un levier de 4,2 qui correspond à notre covenant autorisé pour l'exercice 21-22. Les mesures correctives que nous mettons en place, elles portent sur l'EBITDA, mais également bien sûr sur
tous les aspects qui peuvent impacter la dette. Nous avons à nouveau reconduit une politique extrêmement frugale en termes de CAPEX. Tous nos CAPEX sont gelés, à part ceux qui concernent la sécurité des personnes et des biens, et les CAPEX du volet IT et digital. Bien sûr, nous faisons toujours beaucoup d'efforts pour maîtriser notre BFR, malgré ce contexte haussier. Donc, nous avons un plan d'action pour des mesures correctives pour ramener notre dette nette dans cette vision de la visée au 30 juin 2022 à 978 millions, de manière à présenter un levier de 3,7 conforme à notre engagement du Crédit Mémo qu'on vous avait présenté pour l'acquisition de l'opération Soufflet par NAS. Dans les mesures correctives, bien sûr, dans les CAPEX, à part le gel des CAPEX, on a toujours les plans d'action de cession d'actifs, dont la cession de Soufflet alimentaire, pour laquelle on a l'objectif de la closer avant le 30 juin, dans cette vision. Voilà ce qu'on peut dire sur notre visée 30 juin 2022, pro forma 12 mois avec Soufflet. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est vraiment l'exercice 22-23 qui sera l'exercice 1 de l'histoire combinée de InVivo plus Soufflet. On est actuellement en plein processus budgétaire. Donc, ça se passe très bien et compte tenu de l'intégration rapide sur les fonctions support et sur les métiers, on est confiant pour présenter un budget qui sera conforme à ce qu'on avait annoncé aussi dans le Crédit Mémo pour l'exercice 22-23. Voilà pour les aspects financiers. On avait un dernier slide pour initier les échanges qui rappelle la stratégie par métier qu'a développée Thierry Blandinière en introduction. Donc, je vous propose de revenir sur ces différentes stratégies par métier, Thierry. Je crois que j'ai déjà tout dit. Hein. Tout à fait. Désolé, je ne savais pas qu'il fallait conclure avec, mais bon, on va le faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être qu'on peut échanger directement sur les métiers. Sinon, je risque de répéter en plus long pendant 1 heure ce que j'ai dit en 5 minutes. Moi, je voudrais simplement dire qu'on a des métiers stratégiques sur lesquels on va miser fortement pour doubler la valeur dans les 5 ans. Vous les connaissez. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont positionnés. C'est le Malte, avec nos partenaires financiers, KKR, BPI, Crédit Agricole. Donc là, on a un BP qui va se construire conforme forcément à ce que vous connaissez. Donc l'idée, c'est de passer rapidement de 100 millions d'EBITDA à 200 millions, si on se projette, à horizon 5 ans. Une partie, il y a une croissance organique, mais il y a une partie acquisition, puisqu'on a potentiellement 400 millions, plus 400 millions, 800 millions pour doubler de taille. Hein. Donc, les équipes M&A travaillent sur le sujet avec les équipes de Soufflet. On a des contacts dans le monde entier. Donc, le projet, c'est de faire comme Neovia, c'est de faire du build-up rapide avec des synergies et donc de délivrer l'objectif qu'on s'est fixé aussi avec nos actionnaires minoritaires, hein, c'est-à-dire de doubler la valeur en 5 ans, ce que nous avons fait avec Neovia. Bon. C'est exactement le même business model, en fait, puisque au niveau du malt, vous savez qu'il y a des grands malteurs en France, donc il ne s'agit pas de se rapprocher de tel ou tel cousin français. Chacun a sa stratégie internationale, chacun a son ambition. On va dire que c'est les 3 caravelles de Christophe Colomb, vous savez, qui partent à la conquête du monde. Mais à fond, on n'est pas espagnol, ni portugais, pardon, mais on est français. C'est ça l'idée, donc on va pas se rapprocher. Par contre, chacun a envie de développer en faisant des croissances externes dans le monde entier. Et donc, quand vous regardez le monde tel qu'il est dans le malt, vous avez énormément de potentiel d'acquisition devant nous.
de petites malteries, mais aussi de groupes plus significatifs à terme, y compris éventuellement de récupérer certaines malteries de certains brasseurs qui voudraient se désengager de ce métier. Donc là, on travaille. J'espère que dans les 2-3 ans, on aura des annonces à faire significatives de transformation du projet Malte. En tout cas, tout le monde est sur le pont. Deuxième métier stratégique, j'y reviens pas, mais c'est le retail, vous avez vu ce matin. Donc l'idée, c'est aussi d'accélérer la performance du retail. Donc aujourd'hui, on est sur une valeur de 675 millions, qui est la valeur de InVivo Retail, plus 300 millions de cash. Et donc là aussi, 70 millions d'EBITDA. Là aussi, l'idée, c'est de doubler l'EBITDA dans les 5 ans. Vous passez autour de 150 millions. Ça, c'est en train d'être travaillé par croissance organique et croissance externe avec les moyens financiers que vous connaissez aujourd'hui, qui seront, j'espère, à notre disposition au moment de closing, c'est-à-dire il y a 300 millions de cash qui vont rentrer d'ailleurs dans la dette, mais peut-être pas au 30 juin. Là, ils ne sont pas dans ce qu'on a présenté parce que, donc on table sur le courant de l'été plutôt. Ouais, donc ça sera après, mais enfin ils vont quand même rentrer à un moment. Donc voilà. Donc il faut le retenir. Donc ça c'est l'idée. Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment les 2 grands métiers où on veut vraiment appuyer fortement avec des partenaires financiers en equity. Ensuite, s'agissant du négoce, l'idée, c'est de ne pas trop développer le négoce, vous imaginez bien, c'est de le consolider avec Soufflet, de stabiliser. Vous avez vu que le négoce, aujourd'hui, délivre des bons résultats. Hein, sur InVivo, ça fait 2 années, on sort des résultats positifs. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc c'est parce qu'on a une stratégie depuis 3-4 ans au niveau du négoce de se positionner sur les niches et de ne pas s'exposer sur les marchés trop concurrentiels. Et si vous rentrez dans le métier du négoce d'InVivo, vous verrez qu'il y a un desk oléagineux qui est très rentable. C'est positionné comme le leader européen des oléagineux. Vous verrez que Singapour, la position qu'on a à Singapour aussi est très rentable. Et après, vous avez un desk blé qui est plus ou moins à l'équilibre, sachant qu'on se positionne que si, sur les appels d'offres, notamment en Algérie, que si effectivement ça calcule, comme on dit en trading, c'est-à-dire qu'on ne prend pas énormément de risques. Et tout ça, ça délivre les résultats que vous connaissez. Vous avez vu, le trading, c'est 7-8 millions d'EBITDA, c'est ça. Sur Soufflet, on a pris une position de trading très dégradée. Vous connaissez les comptes de Soufflet. Donc pour différentes raisons, je pense qu'au mois de septembre, ils ont pris des positions inversées par rapport à la vision du marché. Donc ça, on a mis un stop avec ça. Et depuis maintenant le mois de janvier, vous avez un EBITDA positif de 1 ou 2 millions d'euros par mois. Donc on a repris des positions dans le bon sens. Et donc comme on va consolider, que vous savez bien, que les 6 mois, en fait, on aura le positif du trading de Soufflet, puisque les pertes seront derrière. On verra après comment tout ça s'intègre dans le bilan d'ouverture. Donc l'idée du négoce, c'est, voilà, on stabilise, on veut jouer un rôle de niche player international et puis on ne veut pas prendre de risques. Et donc on va piloter avec un cadre de gestion très resserré. Et ce n'est pas ce métier qui va être boosté, bien évidemment, pour développer le groupe. Ensuite, on a 2 métiers un peu compliqués aujourd'hui, donc le vin et la filière blé. Donc là, on travaille beaucoup à des restructurations sur le vin. Donc Cordier, donc on a repris Vinadéis, on a fermé un site à Narbonne, on a fermé un site aux Pays-Bas. Donc on a recentré l'activité sur 3 sites industriels. Et s'il faut en fermer d'autres, on le fera. L'idée, c'est d'aller chercher très rapidement un EBITDA à 6%. Donc on n'y est pas, on est plus ou moins à l'équilibre. Donc il faut qu'on continue à travailler sur la montée en gamme, sur travailler le mix client et baisser les coûts. Donc on pense que l'année prochaine, on aura quand même, je crois, demain, des résultats, je l'espère, positifs dans le budget. En tout cas, ils doivent travailler sur un budget autour de 10 millions d'EBITDA pour l'année prochaine. Sur la partie filière blé, bon, je l'ai évoqué. Les moulins. Les moulins, c'est un problème, on va dire, d'activité globale du marché, parce qu'en fait, on est en surcapacitaire. Donc, je crois que
Vous allez voir des fermetures de moulins qui vont s'annoncer, si ce n'est pas déjà fait. J'espère que les grands moulins de Strasbourg, qui perdent de l'argent et qui déstabilisent le marché, vont se fermer. Donc j'espère. Et qu'il va y avoir des restructurations vraiment dans la filière meunerie. En tout cas, il y a beaucoup de pertes aujourd'hui qui sont liées à l'augmentation des matières premières et à la non-répercussion des coûts actuellement vers les clients. C'est-à-dire que les tarifs commencent juste à passer. Sauf que dans les comptes du secteur, les coûts ont commencé à monter à partir du mois d'octobre. Donc, tous les grands meuniers, à mon avis, sont en perte aujourd'hui, comme nous, avec Soufflet. Donc c'est le moment de passer des tarifs et de ne pas livrer les clients qui ne prennent pas les tarifs et de fermer les moulins. Donc nous, on y va, sans état d'âme, et j'espère que nos concurrents feront pareil. L'idée étant peut-être demain de se retrouver en sortie de crise sur un marché restructuré et de tenir les positions tarifaires pour restaurer les marges, c'est-à-dire de ne pas rebaisser. Donc il faut qu'on crée ce rapport de force. On verra, hein. En tout cas, nous, on est prêts à jouer ce match-là à fond. Et donc, on a adressé des tarifs très conséquents, de 20% à tout le monde, pour application immédiate. Donc, c'est en train de se faire. Le principe de réalité doit s'appliquer. On verra. Nous, on n'a pas d'état d'âme sur ces marchés-là, parce qu'en fait, on n'a pas d'histoire. Donc, on est un nouvel entrant. Donc, il faut absolument qu'on impose notre rythme. Donc, on est en train de le faire. Bon, ça décoiffe un peu, mais je crois que c'est à nous de prendre la main. Et sur la partie boulangerie industrielle, je n'y reviens pas. On l'a expliqué ce matin. Donc là aussi, on prend les tarifs ou on ferme, sans état d'âme, parce que finalement, c'est un métier. Soit il est rentable, on y reste. Soit il n'est pas rentable, on s'en va. Ça a été clair. Et donc, on est en train de pratiquer cette position un peu guerrière. Enfin, c'est l'ambiance du moment pour restructurer ces filières. Voilà. Donc, quel métier? J'ai oublié de parler. Donc, tout est là, non? L'agriculture. Alors, l'agriculture, on en a parlé. Hein, l'idée, c'est de transformer le modèle avec un projet digital très fort. Donc, vous savez, on a investi déjà 50 millions dans une Digital Factory. Donc, on est prêt à remettre 50 millions aussi sur Farmy pour transformer le modèle Soufflet et le digitaliser. Modèle Farmer Business Network, que vous connaissez, c'est-à-dire place de marché. Donc, l'agriculteur peut commander en direct et peut vendre en direct. Et le technicien va accompagner ce changement pour aussi apporter d'autres solutions, d'autres propositions à valeur ajoutée. Pas venir prendre la commande, voir si le produit est en stock, rappeler l'agriculteur en disant « je ne suis pas sûr ». Là, l'agriculteur, demain, saura directement si le produit est en stock. Et le technicien, on appelle le technicien augmenté, devra se positionner sur services à valeur ajoutée. Vendre des services à valeur ajoutée. Et pas simplement vendre des intrants d'une manière purement opérationnelle. Donc, on veut vraiment changer ce modèle. Donc, ça prendra du temps. Mais on va lancer le processus dès l'année prochaine. Et vous connaissez Farmy, c'est l'application des agriculteurs de Soufflet. Il y a 8000 agriculteurs aujourd'hui qui utilisent Farmy chez Soufflet. Et donc l'idée, c'est d'upgrader Farmy pour en faire un service à 360 sur les besoins de l'agriculteur. Et pour faire ça, il va falloir investir peut-être encore 30 ou 50 millions. On est en train de travailler avec Accenture, Octo, pour regarder comment accélérer ces services. Donc c'est vraiment pour nous une révolution qu'on va mettre en place et on aimerait que d'ici 3 ans, vous allez le voir dans le plan, on ait transformé ce modèle. C'est-à-dire qu'on peut créer de la valeur par les data aujourd'hui agricoles qui ne sont pas valorisées dans nos assets. Quand on parle de création de valeur, imaginez demain, regardez ce que fait Farmer Business Network aujourd'hui aux États-Unis. C'est une boîte qui est valorisée 3 milliards 500 millions de dollars. C'est ce modèle-là, avec 20 000 agriculteurs connectés. Et vous avez des Temasek qui ont investi, ADM. On voit bien que le modèle classique, le modèle Collecta Pro, est en train de se transformer aux États-Unis. Et donc nous, en Europe, on n'a pas vraiment de projet
à ce niveau-là. On a quelques startups que vous connaissez qui veulent essayer de disrupter le modèle, mais on n'a pas un effet d'échelle aussi important qu'aux États-Unis. Et on pourrait, nous, en tout cas c'est notre ambition avec Soufflet, être ce candidat européen pour rattraper déjà un peu le retard sur les Américains. Donc ça, c'est vraiment une ambition qu'on veut porter. On a déjà parlé aux équipes agriculture de Soufflet. Donc là, c'est un peu aussi... Vous avez deux générations. Hein. Donc la nouvelle génération qui vraiment a envie et a compris qu'il fallait changer. Et puis d'autres qui disent, oui, mais bon, nous, c'est différent. La France, c'est pas les États-Unis. Classique hein, dans la conduite de changement. Mais pour autant, en termes de création de valeur, il faut qu'on arrive à franchir cette étape. Donc voilà sur l'agriculture. Et bien sûr, quand on parle de Farmy, c'est aussi présent, cette application est aussi présente en Ukraine et en Russie. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que là-bas aussi, vous avez 3000 agriculteurs en Ukraine, 2000 en Russie. En Roumanie, je crois qu'il y en a aussi 1000, à peu près 8000 agriculteurs qui pourraient être connectés de la même façon. Donc du coup, il s'agit de vraiment créer une plateforme européenne au sens large avec Farmy. Donc on reprend ce sujet que Soufflet avait initié et on va le booster. Voilà pour le projet agriculture. Sur la partie Bioline, aujourd'hui, bon, on se pose des questions sur les phytos, bien sûr au Brésil, CCAB. Je pense qu'on aimerait sortir du Brésil, donc de céder cette activité, on verra comment, même si elle se redresse bien aujourd'hui. Hein, mais enfin, pour se recentrer sur plus le métier des semences, puisque au niveau des semences, on a Semences de France, on a donc Soufflet maintenant, et puis on a 34% des RAGT, donc avec un droit de préemption. Donc vous avez compris que si on se projette en 2030-2040, il faudra qu'on reprenne le jour à RAGT, le jour où ils voudront vendre pour consolider. Donc on se dégage des moyens pour constituer un pôle semences structurant et structuré pour l'avenir. Après, sur le biocontrôle, il y a tout un enjeu sur les biostimulants, les engrais organiques. Donc là, nous ne sommes pas présents sur ce secteur-là, mais on doit, enfin j'espère qu'un jour on fera une acquisition pour créer une première plateforme pour déployer ce métier. Vous savez, on avait regardé Rovensa, si ça vous parle. C'était il y a 1 an, ou même non, plus que ça, 2 ans déjà. C'est une boîte qui a été valorisée 1 milliard, hein, je crois, et qui est clairement bien orientée sur ces métiers d'engrais organiques, de biostimulants. Et nous n'y sommes pas. Nous sommes dans le biocontrôle sur une partie des biocontrôles, c'est-à-dire les insectes. C'est intéressant, mais ce n'est pas là où il y a le plus de valeur ajoutée pour le futur. Et puis, ça ne concerne pas directement les grandes cultures. Ça concerne les cultures sous serre, donc c'est intéressant. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant pour les grandes cultures et accélérer cette transition agricole, c'est-à-dire réduire l'impact des engrais chimiques et rentrer sur des engrais plus organiques pour protéger la plante. Donc là, on a un vrai sujet. On n'a pas de solution, mais on regarde comment rentrer sur ce marché-là. Et puis, sur Bioline, donc 1, 2, 3, le digital, j'en ai parlé. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà les grands enjeux. Donc ça veut dire qu'on est en train de revoir notre portefeuille d'activités, vous l'avez compris. Donc on est en train de lister les cibles d'acquisition possibles et puis les cessions possibles. Donc la semaine prochaine, on a un séminaire avec le conseil d'administration. On va en Italie, à Rome, pendant 3 jours pour réfléchir à ce projet structurant 2030 et de réfléchir sur l'ensemble du portefeuille de produits avec les administrateurs et d'activités et de voir comment on peut faire des choix stratégiques de long terme et prendre des décisions d'ici la fin de l'année. Donc on aura l'occasion de l'évoquer avec vous, peut-être à la rentrée, en septembre ou en octobre, dans le cadre de la présentation du budget et du BP. Voilà ce que je vais vous dire sur les métiers, que bien sûr, s'il y a des questions, nous avons du temps. On est largement en avance d'ailleurs. On ne va pas déjeuner à 11h moins 10. Sauf si vous voulez faire un très grand apéritif. Ah ben.
Bon, on a annoncé la création d'une enseigne qui s'appelle Le Grand Marché Frédici. Et on a 150 ouvertures de magasins potentiellement programmées. Alors après, tout ça, il faut arriver à le construire sur 5 ans. Modèle, en fait, supermarché de proximité, 600 mètres carrés. Voilà. Et donc, en gros, c'est à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ça, qui vont se rajouter au BP Jardinerie. En fait, c'est le plan qu'on avait imaginé déjà en 2014. Comme quoi, on a la suite dans les idées, parce qu'en fait, on avait besoin d'embarquer beaucoup plus de monde dans le projet. Et donc, on a aujourd'hui une dizaine de magasins, Frédici, mais on avait du mal à le déployer. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque coopérative voulait développer sa petite boutique. Parce que c'est mon territoire, c'est mes produits, c'est moi qui m'en occupe. Bon, c'est assez classique en France, tout ça. Donc, chacun constituait ses villages gaulois, etc. Plutôt que de prendre l'enseigne Frédici au niveau national, bon, certains ont fait prise directe dans le nord, d'autres ont fait autre chose dans le sud. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça, ça ne rapporte rien. C'est le constat qu'on a fait en conseil, je dis. Donc, en fait, il faut qu'on ait une vision nationale avec une taille critique pour rentrer dans le métier de l'alimentaire. Sinon, vous faites que des produits locaux, que des circuits courts, et vous regarderez les places de marché, tout ce qui s'est développé dans les petites villes ou dans les grandes villes pendant la crise sanitaire. En sortie de crise, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout ça, c'est pas rentable. Donc, on est dans un moment de consolidation en sortie de crise de toutes ces initiatives locales. Et nous, on aimerait créer une plateforme pour consolider l'ensemble et d'avoir une enseigne nationale, voilà, qui soit beaucoup plus